me lançant dans cette folle aventure que vouloir mettre mes outils et mes inspirations autour du jeu de rôle et Donjons et Dragons sur YouTube, je n'ai pas directement réalisé à quel point la culture dont mon hobby s'inspirait avait eu un impact sur moi et sur ma vie au point d'avoir partagé cet amour avec celle qui est actuellement ma compagne. Je pensais vouloir parler à ceux qui voulaient aller plus loin, découvrir de nouveaux horizons et le faire vivre avec leurs amis via un type de jeu très particulier, le jeu de rôle. Si le jeu de rôle m'a littéralement sauvé la vie, de plus en plus je me prends à penser qu'il y a toujours eu quelque chose de plus profond dans mon rapport à la culture JDR. Un champ bien plus vaste où mon esprit se rend presque par défaut quotidiennement, que ce soit dans la musique que j'écoute, les livres que je lis, les œuvres que je regarde, ou les illustrations qui marquent mon esprit. Il y a ces choses, tapies dans l'ombre, qu'il m'a fallu 28 ans pour me rendre compte que derrière le jeu de rôle, je voulais vous les présenter pour leur laisser leur chance de gagner votre cœur. Ce chant, je dois l'avoir hérité de ma mère qui, grande rêveuse devant l'Éternel, m'a transmis l'amour des bonnes histoires et du voyage vers les rivages écrits à l'encre de nos rêves. Vous l'avez compris, je dédie cette œuvre à celle qui m'a mise au monde 2 fois, la première biologiquement et la deuxième en me racontant les histoires qui ont formé mon imaginaire actuel. Aujourd'hui, je commence une nouvelle page de ma vie et je me devais de vous partager les origines de ce changement et ce qui a donné naissance au personnage de Naetherion. Mesdames et messieurs, comme vous vous y attendez, nous allons donc parler de fantasy. Et salut à tous mes poneys, ici Naetherion et j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour le tout premier épisode écrit et préparé de Fréquence Fantasy. Jusqu'à maintenant, je n'ai présenté que des podcasts sur les personnes dont je trouve le travail absolument sublime. Pas de panique, je vais continuer à parler de JDR bien évidemment, mais comme j'en parle depuis 8 mois durant les streams, je veux parler de choses plus larges qui puissent faire écho à ce que j'ai fait pour le JDR jusqu'à maintenant. Du coup, avant de commencer, je tiens à rappeler qu'il s'agit d'une vulgarisation et que je ferai en sorte de prendre le temps de bien vous expliquer les clés pour tout comprendre. Alors calmez-vous l'Inquisition Fantasy, je sais que vous êtes là, je sais que vous êtes prêts à bondir à la moindre erreur. On est là pour permettre de découvrir notre univers à des gens qui n'ont pas spécialement ni les clés ni le temps pour le faire. Ensemble, nous allons donc découvrir les œuvres qui ont façonné la fantasy. Nous allons aborder ces différents aspects en profondeur et nous permettre de retracer l'histoire de ce qui a fait l'engouement actuel pour cette culture, autour de ces œuvres littéraires, vidéoludiques, cinématographiques et picturales. Dans cet épisode, on parlera principalement de littérature car c'est via cette fenêtre que tout a commencé. Mais à l'avenir, d'autres aspects sur d'autres médias seront totalement abordés aussi, comme le cinéma, les illustrations, la musique et j'en passe plein d'autres. Comme toujours, je t'invite à mettre le pouce bleu à la vidéo, à t'abonner sur la chaîne et à venir me soutenir sur les réseaux sociaux que je vous mets juste ici en description de vidéo. C'est gratuit et ça nous aide grandement à faire avancer nos projets car comme vous le voyez, il y a du travail derrière et rien ne peut continuer si nous ne disposons pas de votre soutien à vous. Vous avez Tipeee pour les donations pour payer les gens avec qui je bosse, vous avez Twitch pour venir discuter durant les lives. De plus, si tu veux mettre le commentaire de l'amour, ce sera avec grand plaisir que j'irai prendre connaissance de tes conseils pour pouvoir améliorer tout ça à l'avenir. Je retape encore une fois sur le clou, mais on a vraiment besoin de votre coup de main les potes. N'hésitez pas à venir nous aider à votre manière, on est preneur de toutes les initiatives, grandes ou petites, pour nous soutenir et nous lancer. Du coup, rangez vos affaires car nous allons dès à présent commencer notre voyage et je me rends compte que cette introduction est beaucoup trop longue, alors rangez vos affaires et nous voilà partis. Tout commença dans un bureau où un professeur d'anglo-saxon à Oxford, corrigeant ses copies d'examen, fit une découverte étrange. Un de ses étudiants avait remis une feuille blanche à son examen et l'esprit du professeur Ronald Reuel Tolkien inscrit une phrase qui allait changer le cours de l'histoire. Dans un trou vivait un hobbit.
Cette phrase, échappée de son esprit, lui fit imaginer une histoire incroyable et délaissa ses corrections afin de poursuivre ce qui venait d'apparaître devant lui. Ce n'était pas un trou déplaisant, sale et humide, rempli de bouts de verre et d'une atmosphère suintante. Non plus qu'un trou sec, nu, sablonneux, sans rien pour s'asseoir, ni sur quoi manger. C'était un trou de hobbit, ce qui implique le confort. Dans ce trou de hobbit vivait paisiblement Bilbo Saquet, jusqu'au jour où le magicien Gandalf vint troubler sa quiétude et le désigne pour participer avec toute une troupe de nains à une aventure à laquelle rien ne le préparait. Bien évidemment, les plus alertes savent que les origines de la fantasy sont bien plus complexes que cela. Mais restons sur cette base afin de comprendre et expliquer plus tard les origines beaucoup plus anciennes de ce style. Tolkien a commencé à rédiger Bilbo le Hobbit au début des années 30 afin d'offrir une histoire à lire à ses enfants Michael, John et Christopher lors de leur longue soirée de lecture pendant l'hiver. Malheureusement, le professeur Tolkien ne terminera pas son manuscrit et il faut attendre l'apparition d'une de ses anciennes étudiantes, Ellen Griffiths, qui, lorsqu'elle tombera sur le manuscrit, le remettra à son éditrice Suzanne Dagnall, qui le lira et empressera personnellement Tolkien à l'achever. Le professeur, un peu dérouté de voir son roman lui échapper, se mit à écrire la suite de l'histoire en 1936 et l'envoya à Suzanne Dagnall, qui le donnera à Rainer Unwin pour le lire. Rainer Unwin, c'est le fils du dirigeant de la maison d'édition. Il fit un rapport de lecture enthousiaste à propos de ce que Tolkien avait écrit. Le jeune garçon avait adoré cette histoire de hobbit contraint par Gandalf de partir à l'aventure afin de dérober les trésors cachés du dragon Smaug dans les cavernes de la montagne. The task I have in mind will require a great deal of stealth and no small amount of courage. But if we are careful and clever, I believe that it can be done. That's why we need a burglar. A good one too. An expert, I'd imagine. And are you? Am I what? He said he's an expert. Me? No. I'm not a burglar. I've never stolen a thing in my life. I'm afraid I have to agree with Mr. Baggins. He's hardly burglar material. Aye, the wild is no place for gentle folk who can neither fight nor fend for themselves. Enough! If I say Bilbo Baggins is a burglar, then a burglar he is. Hobbits are remarkably light on their feet. In fact, they can pass unseen by most if they choose. And while the dragon is accustomed to the smell of dwarf, the scent of a hobbit is all but unknown to him, which gives us a distinct advantage. You asked me to find the 14th member of this company, and I have chosen Mr. Baggins. There's a lot more to him than appearances suggest, and he's got a great deal more to offer than any of you know, including himself. You must trust me on this. Very well. We'll do it your way. No. Give him the contract. Warren, Please. we're off. It's just the usual summary of out-of-pocket expenses. Time required, remuneration, funeral arrangements, so forth. Funeral arrangements? Bilbo, étant décrit par Gandalf comme un chasseur de trésors expert, compétent que lui-même ignorait, il sera capturé par des trolls, puis par des gobelins, il dérobera un anneau qui rend invisible à la créature nommée Gollum, traversera la forêt de Mirkwood, délivrera ses compagnons nains des elfes méfiants vivant à Mirkwood, pénétrera dans l'antre de Smaug et jouera un rôle crucial dans la bataille finale où hommes, elfes, nains s'uniront contre les gobelins et les wargs. Il regagnera la comté et son trou confortable où il vivra heureux jusqu'à la fin de sa vie, malgré la réputation dorénavant acquise d'être quelqu'un de bizarre pour un hobbit. Le roman, paru le 21 septembre 1937, sera accompagné de 8 illustrations faites par Tolkien lui-même. Il faudra attendre quelques mois pour que le livre soit édité aux États-Unis et ainsi recevoir presque immédiatement le prix du meilleur roman pour enfants du New York Herald Tribune. Face à ce succès pour le moins improbable et inattendu aux États-Unis, Stanley Unwin, le père de Rainer, demandera à Tolkien d'écrire une suite, ce que le professeur fit dans le courant de 1937. Quelques mois plus tard, le professeur annonce donc à son éditeur qu'il avait le titre de son nouveau roman, baptisé Le Seigneur des Anneaux.
Le succès des romans de Tolkien ont engendré une vague toujours plus florissante d'ouvrages que l'histoire avec un grand H rangera sous l'étiquette de ce genre nouveau, la fantasy, ouvrant la porte à des auteurs comme Terry Brooks, Terry Goodkind, David Eddings, Robert Jordan, George R.R. Martin, Robin Hobbs et tellement d'autres qu'il m'est demandé de faire une chronique sur internet pour vous en parler. Comme je vous le sous-entendais un peu plus tôt, il est évident qu'il existait du merveilleux et du fantastique bien avant Tolkien, de la mythologie à la Bible, en passant par l'Edda scandinave, les légendes, le folklore, la chanson de geste, toutes ces cultures recèlent tous les ingrédients du genre. Bien sûr, d'autres auteurs avant lui, que je vous présenterai au fur et à mesure, ont pavé en fait la voie royale qu'empruntera Tolkien pour fonder la plus belle des cultures à mes yeux, celle des mondes de l'imaginaire. Pourtant, nul ne saurait contredire que ce sont bien Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit qui créeront le genre fantasy comme connu aujourd'hui, et inspireront tous les univers qui en découleront, ainsi que cette chronique vidéo quelque part dédiée à lui rendre ses plus belles lettres. Fantasy, premier pas dans la grandeur de l'imaginaire. Si cette chronique se veut être une ouverture pour découvrir la beauté de la fantasy et de vous donner les codes pour la comprendre, il est impératif de vous expliquer l'évolution de sa perception, car selon les époques, la fantasy a vu sa définition évoluer pour arriver à poser une étiquette cohérente vis-à-vis des œuvres nouvelles. Je voudrais vous montrer que souvent derrière l'image peu flatteuse de cette culture, il y a bien plus de choses à découvrir que simplement des elfes, des dragons et une culture souvent considérée comme une culture d'attardés. Si pendant plus d'un siècle on a catégorisé les fans de fantasy dans la case des asociaux amateurs de pulp bien quécos qui jouent à Donjons et Dragons dans leur cave, nous allons devoir faire un rapide parcours de ce qui est impératif pour vous de comprendre si vous désirez vous lancer dans la découverte de cette culture. Définition. Le terme anglais de fantasy trouve son origine dans le domaine de la littérature et comprend à la fois le fantastique, la mythologie et le merveilleux, trois genres plus anciens qui sont les seules références au moment de son apparition pour expliquer ce nouveau genre littéraire. Le genre de la fantasy s'est vu donc imposer la définition incomplète et trop généraliste suivante à son origine. Il s'agit de l'ensemble des fictions qui dépassent le cadre de l'expérience humaine ordinaire. En plus simple, si quelque chose dépasse notre compréhension et qu'on est face à une situation inexplicable par notre raisonnement, ce sera donc de la fantasy. Malheureusement, il fallait une définition bien plus développée pour l'expliquer, et ainsi pouvoir mieux cadrer les œuvres innombrables qui apparaîtront après la fantasy de Tolkien. La première réécriture de cette définition nous parvient des universitaires Tim Boyer et Zaorski dans leur ouvrage Fantasy Littérature en 1979 en 1979 afin d'y consacrer le tout premier essai dédié à ce genre par des universitaires dans un cadre de recherche. Leur définition est la suivante. La fantasy est un genre littéraire composé d'œuvres dans lesquelles des phénomènes irrationnels et surnaturels jouent un rôle significatif. Dans ces œuvres, des événements arrivent, des lieux où des créatures existent, et chacun de ces éléments qui ne peuvent arriver ou exister selon nos standards rationnels ou nos connaissances scientifiques forment le tronc de base de ce genre particulier. L'importance d'un tel écrit et la raison pour laquelle je vous en parle est qu'il s'agit de la première fois où on va analyser cette culture de façon sérieuse dans un cadre universitaire. Bien évidemment, il ne faut pas prendre cela comme parole d'évangile car nous sommes au balbutiement d'un genre jusqu'à présent peu ou pas structuré du tout. La fantasy révèle bien plus de choses qu'à première vue. Il est temps pour nous d'avancer aux premières branches qu'ils ont établies dans leur essai. Pour rappel, on est en 1979 et beaucoup de choses ont encore alors changé dans la compréhension de la fantasy. Mais essayez de vous accrocher car tout se joue au niveau des premières nuances, des premières définitions, et si vous comprenez mon propos, la suite ne sera que plus aisée pour vous. En effet, à cette période, deux catégories séparent rapidement les œuvres fantasy. D'abord, la low fantasy, dont les intrigues se déroulent dans notre monde rationnel et physiquement familier. Les événements surnaturels s'y produisent de façon brusque, sans causalité et sans explication. Il cite notamment le portrait de Dorian Gray écrit par Oscar Wilde et je citerai le Horla de Maupassant comme référence low fantasy selon leur définition. Cette catégorie nous apparaît maintenant comme tout ce qui englobe ce qui est plus proche du fantastique que de la fantasy, comme celle connue de nos jours. Je vous explique dans quelques instants la différence majeure entre les deux. La fantasy et le fantastique sont deux choses bel et bien différentes.
Le fantastique, ce n'est pas une plongée dans un monde imaginaire, le fantastique, ce n'est que l'irruption de l'étrange dans le quotidien, ni plus ni moins. Lisez le Horla de Maupassant et vous comprendrez la nuance car dans le Horla, nous vivons l'histoire d'un homme qui est persuadé d'être victime d'une entité invisible et à aucun moment dans le texte vous ne savez s'il s'agit de la réalité ou de l'imaginaire. Le fantastique, c'est exactement ça. Et donc, qu'y a-t-il de l'autre côté, allez-vous me demander ? Eh bien, nous avons la high fantasy, dont les intrigues, par définition, ont pour cadre un monde différent du nôtre. Un monde basé dans l'imaginaire, ne respectant pas ou peu notre logique, et qui donnera un concept très important à retenir, le concept de monde secondaire. Retenez bien ce concept, mes amis, on en reparle un peu plus tard au vu de l'impact qu'il a dans la définition de ce genre. Ce monde possède donc ses propres règles et lois naturelles qui diffèrent dans la plupart des cas de notre monde à nous et dont les explications face à ce qui se révèle de l'extraordinaire est tout simplement une explication magique à celui qui veut des réponses. C'est sous cette étiquette-là que l'on rangera tout ce que l'on considère comme de la fantaisie de manière générale aujourd'hui et montre bien que le genre a vu sa description changer. Mais continuons notre chemin avec les précurseurs de cette définition. Car dans la high fantasy de leur analyse, ils distinguent aussi deux types spécifiques à distinguer en son cœur. Tout d'abord, nous avons celle qui exploite le surnaturel et les pouvoirs divins, qu'ils baptisent myth fantasy, et qui aura plus ou moins ses inspirations dans les textes mythologiques où dieux et créatures légendaires vont changer la face du monde, laissant peu de place aux mortels dans la narration en parlant des créatures comme le Minotaure, les harpies, ou encore les innombrables dieux et semi-dieux. Et ensuite, on a celle qui octroie aux hommes ou aux créatures le don de magie, qui sera baptisée Fairy Tale Fantasy, et qui prend plus ou moins ses inspirations dans les contes populaires en parlant de sorciers, de héros ayant reçu des pouvoirs ou des objets permettant d'accomplir leurs objectifs. Pour faire un résumé plus clair, en 1979, le trio Tim, Boyer et Zahorski veulent mieux référencer le genre fantasy en littérature. Ils pondent une sorte de catégorisation où deux types de fantasy apparaissent, la low fantasy et la high fantasy. Et ensuite, ils divisent la high fantasy en deux sous-types selon les origines dont chacun s'inspire, que ce soit la myth fantasy d'un côté ou la fairy tale fantasy de l'autre. Vous l'avez remarqué, la magie joue un rôle crucial, voire essentiel dans la fantasy. Elle est omniprésente, telle une ombre même dans les œuvres où elle est la moins présente possible. Elle dispose, à elle seule, d'une aura et d'une utilité très particulière qui donne vraiment sa saveur et ses couleurs à ce genre de littérature. Elle répond aux éléments qui demandent une explication, comme par exemple la présence de dragons ou la présence d'objets magiques. Par exemple, lorsque l'on compare fantasy et science-fiction, qui sont vraiment deux genres qui sont très souvent comparés l'un à l'autre, on ne peut que souligner le rôle similaire que la magie et la science jouent dans leurs domaines respectifs. Ils sont là à vouloir expliquer d'une manière ou d'une autre ce qui révèle en fait de l'imaginaire et de l'incompréhensible. Si vous expliquez un phénomène inconnu par de la magie, ce sera de la fantasy. Si vous l'expliquez par de la technologie ou de la science, ce sera de la science-fiction. Et c'est là que nous allons un peu plus nous plonger dans le concept de monde secondaire, si particulier dans la définition même, dans l'essence même de la fantasy. Prenons pour exemple la Terre du milieu de Tolkien. Tim, Boyer et Zahorski, nos trois universitaires l'articulent et la comparent vis-à-vis de notre monde à nous, le fameux monde primaire. Le monde primaire, par définition, est la vision qu'on se fait de notre monde à nous, lecteurs, qui connaissons l'histoire de notre environnement, les changements sociaux et les lieux géographiques spécifiés. Le monde secondaire, en opposition quant à lui, est un monde qui n'a pas ou peu de lien avec notre réalité historique ou géographique. Ce monde obéit à ses propres règles, à sa propre histoire et à ses propres réalités. En comparant les deux types de mondes primaire et secondaire, plusieurs possibilités viennent à l'esprit de notre trio en observant les œuvres parues sous l'étiquette de la fantasy. Ces mondes ont plusieurs types de liens qu'ils entretiennent l'un avec l'autre. Ils font, ne font pas ou partiellement référence à notre monde primaire. Première possibilité, soit il n'y a aucune communication ou le lien possible entre les deux, l'œuvre aborde un monde totalement différent d'une autre et ils citeront comme exemple Terre-Mère d'Ursula Le Guin. Deuxième possibilité, soit il y a des sortes de portails, des liens, des références ou des portes possibles permettant de faire les liens de l'un à l'autre dans notre imagination entre les deux sous la forme de références ou d'indications géographiques, historiques ou sociales comme c'est le cas dans Ambremer de Pierre Pével.
Troisième possibilité, il se peut que le monde secondaire abordé dans l'ouvrage soit un endroit particulier du monde primaire, et là on ne peut échapper aux références soulignées à notre réalité. L'œuvre sera toujours de la fantasy, mais se situera dans un monde secondaire inséré dans le cadre de notre monde primaire à nous, comme c'est le cas par exemple dans la fantasy urbaine de Harry Potter. En plus simple, connaître le lien entre le monde secondaire et primaire permet de capter la nuance de l'œuvre que vous avez devant vous, dans son rapport à la magie, et donc à la quantité d'inexplicables que vous allez rencontrer. Le dépaysement et l'incroyable d'un monde coupé d'une autre sera important, ce qui sera moins le cas si le monde en question s'insère dans le nôtre, car nous pouvons nous baser sur nos règles de logique pour le comprendre et l'appréhender. Quoi qu'il en soit, on retrouve dans ces premières définitions les prémices de ce qui fera la définition ou l'interprétation actuelle de la littérature fantasy. Une littérature dotée d'une dimension mythique plus ou moins importante qui incorpore de l'irrationnel par l'utilisation de magie ou de mondes secondaires pour expliquer l'inexplicable. Le texte fantasy doit provoquer effroi et émerveillement, comme disait Tolkien. Et c'est probablement la plus belle des définitions, car la fantasy, c'est, en dehors de toute définition rigide de littérature, arriver, selon moi, à faire à la fois peur et à faire rêver en même temps. Alors je sais ce que vous allez me dire, mais Naetherion, tu nous parles de tout ça pour finalement nous dire que tu n'as pas de réelle définition à propos de la fantasy. Est-ce que tu te foutrais pas un peu de notre gueule ? Eh bien, cher ami véhément, je te donne entièrement raison. Je me fous de ta gueule, mais pas que. La définition est bien plus large à mes yeux et doit être complétée au travers d'autres aspects qu'on abordera sur les prochaines vidéos. Je refuse de m'arrêter à la définition littéraire du genre et je vais montrer qu'elle est différente sous d'autres médias, car ici nous ne parlons que de littérature. Comme je vous disais donc au début, ceci n'est qu'une des nombreuses introductions possibles à cet univers très particulier. En fin de vidéo Fréquence Fantasy, je compte vous donner quelques recommandations afin de vous guider vers les choses que l'on a abordées durant notre échange aujourd'hui et vous laisser expérimenter vous-même l'essence de ce que j'ai présenté. Rien ne vous y oblige évidemment, ce que je vous propose ici n'est uniquement qu'à but immersif et à vous aider à perfectionner, voire affûter vos goûts en fantasy si vous n'avez pas encore pu découvrir ce qui va vous être présenté. Chaîne YouTube, livres, groupes de musique, illustrateurs, les inspirations peuvent venir de toutes parts. Et pour cette fois, je vous présenterai donc principalement des livres. Le portrait de Dorian Gray, écrit par Oscar Wilde, lancez-vous dans cette œuvre majeure afin de comprendre pourquoi il y a bien une différence entre cette œuvre et celle de Tolkien, et comprendre la différence entre fantastique et fantasy. Je vous invite à lire aussi le Horla de Maupassant car c'est très court et facile à lire et vous donnera bien une idée de la différence encore une fois entre fantasy et fantastique. Nous avons aussi Terre-Mer écrit par Ursula Le Guin et Ambremer écrit par Pierre Pével afin de comprendre comment la fantasy applique le concept de monde secondaire et ce de manière différente. Bien évidemment, je vous parle de lecture et je vois déjà ceux qui, entre guillemets, n'ont pas le temps, se plaindre, soupirer à l'idée de devoir lire ou se cacher derrière des excuses pour ne pas le faire, mais sachez que je vous invite vraiment grandement à le faire. Immanquablement, si vous voulez vivre davantage d'expériences fantasy, il faudra passer via la littérature, car elle vous gravera bien plus d'images dans votre imagination que n'importe quelle série bien foutue disponible sur Netflix. Et voilà, premier épisode de Fréquence Fantasy, je pense qu'on a commencé sur une bonne petite base bien théorique pour vous permettre de connaître et détecter une œuvre fantasy lorsque vous en verrez une. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu à la vidéo et à vous abonner, bien évidemment je suis preneur de tous vos conseils, de toutes vos remarques, de toutes vos critiques, mais surtout constructives. Comme je vous disais en début de vidéo, on a énormément besoin de votre soutien, donc le partage sur les réseaux sociaux et le petit commentaire de l'amour sont plus que bienvenus pour développer la suite. En attendant, moi je vous dis à la prochaine fois et portez-vous bien. Some folk we never forget, some kind we never forgive, haven't seen the end of it yet. We will fight as long as we live, all eyes on the hidden door, to the lonely mountain born, we'll ride in the gathering storm, until we get our long forgotten goal.